Coucou mon pompon. Allez zou, on y va pour le 3e épisode consacré aux exercices de relaxation dynamique numérotés de 1 à 5 sur les parties du corps. Aujourd'hui, nous en sommes donc aux bras, et qui d'autre pour incarner l'importance et la puissance de ses membres que le terrible Ivar the Boneless, qui ne possède que pour se mouvoir, se battre et gagner sa place de Son of Ragnar. Alors, est-ce mon personnage favori de la série Viking ? Nope. Il y en a plein d'autres que je trouve bien plus incroyables. Mais il faut reconnaître à celui-ci qu'il a su prendre toute sa place dans une série déjà bien chargée en charisme en tout genre. Alors qu'en plus, c'était pas gagné pour lui au départ. Je dois concéder qu'il était, je dis bien était, nous y reviendrons, parfait à son poste d'antagoniste glaçant. Parce que ça, c'est quand même chaud patate au pays des Vikings. Je veux dire, le concept de sympatoche, tu peux t'asseoir dessus. Floki, zinzou extrémiste qui bute le meilleur pote de son meilleur pote parce qu'il est jaloux. Ragnar, ego tripper en chef qui est capable de dépioter un boug comme un litchi, histoire de passer une bonne soirée. Ah bah c'est si, rappelez-vous la mort du Jarl Borg, premier mari de la merveilleuse Torvi. Ah là là oui, formidable perso. Non ? Bouge tes oreilles sensibles, mon pompon. Il s'agit du supplice de l'aigle de sang. Borg se fait déployer les côtes comme des ailes dans le dos et il ne doit pas pousser un cri s'il veut gagner le Valhalla. Yark, scène horriblement mythique. Ah bah t'oublies direct le soufflet thoracique là. Lagertha ? Ah oui, débouche tes oreilles. Lagertha donc, on l'aime d'amour, hein. Oui, elle aura son épisode. C'est pas la peine de lancer une manif, mon pompon. Range ta petite pancarte. Je lui ai réservé un très bel exercice à celle-ci. Cependant, était-ce bien nécessaire de buter sa rivale à l'arc en pleine rue et dans le dos en plus ? C'est bien vrai, ça ne sait jamais sur quel pied danser avec ces énergumènes. Moi, j'ai jamais pu m'y faire, ils sont bien jolis, mais il n'y a pas à avoir les ongles aussi sales quand on a les dents si blanches en fait. Eh ben oui, c'est une question de bon sens, bonne mère. Ben oui, quelque part, c'est un bon résumé du caractère trouble des héros Kachi. C'est dans leur culture. Les Vikings, ils sont là. Ouais, vive le Jarl ! Le Jarl vient de se prendre un coup de hachette dans le crâne. Ouais, vive le gars à la hachette. Wow, à nous le festin au Valhalla. Alors, va essayer de ressortir comme le gars le plus versatile et dangereux là-dedans. Le roi anglais, Egbert, avait pas mal réussi, je trouve, dans le sens où il était le reflet de Ragnar, avec un côté plus compassé, plus subtil dans sa violence. Mais du coup, le petit gars Ivar a dû frapper fort pour devenir cauchemar au pays des barbares. Je ne te cache pas, mon pompon, que même si je n'étais pas particulièrement fan du personnage d'Ivar, j'ai quand même été bien déçue de la tournure qu'a pris la série lorsqu'il a fui vers la Russie. Oui, tu peux cocher la case sur ton bingo, comme d'hab, je suis grognon ronchon à la fin d'une série. Ce qui m'a dérangé ici, c'est qu'Ivar est devenu l'un des héros, pas l'un des protagonistes, l'un des personnages dont on suit les péripéties en étant de son côté. Mais, Captain Sophro, vous venez pas de dire que tous les personnages sont un peu construits comme ça dans cette série ? C'est vrai, tu as bien tendu tes oreilles, dis-moi. Oh oui, j'ai droit à des fraises d'Agada. Allez, serre-toi, c'est un petit peu ton Valhalla à toi finalement, les fraises d'Agada. Donc, c'est pas du tout le fait qu'il ne soit pas manichéen, ou qu'on puisse le voir évoluer en soi qui me dérange. Ce qui me gêne, c'est que pour le coup, c'est complètement incohérent avec son origin story de vilain. Car on le présente comme un enfant animé par des pulsions sadiques, qui tue avec délectation et ne semble capable d'aucune empathie. Toujours bien flippant, les enfants sociopathes dans les fictions, ça marche nickel pour avoir les poils du pompon tout hérissés. C'est pas juste un personnage qui a un lourd passé ou qui a fait de mauvais choix. C'est donc un peu fort de café de le voir se lier d'amitié avec un enfant, réprouver la violence caractérielle de son hôte.
Oui, j'ai capté l'effet miroir. On tente une catharsis du perso, en lui mettant sous le nez un écho de son histoire avec une go qui est le double parfait de sa propre femme. Bon, soit. Mais encore une fois, vu qu'on nous a posé le piou-piou comme un serial killer en couche-culotte, je vois pas trop par quel miracle il se réveillerait comme ça un matin, doté d'empathie et de douceur, voyez. C'est juste pas cohérent, et ça me saoule, parce que ça méprise un peu le spectateur. On pouvait le suivre, ce perso, tel qu'il était. Il était pas mal écrit. Est-ce qu'il y avait besoin d'en faire un héros classique ? Et alors il y a une deuxième chose qui m'a gênée, c'est que ça vient saboter tout l'intérêt d'avoir un perso de premier plan en situation de handicap, ce qui, reconnaît-le, n'arrive pas si souvent. Tu veux dire comme Tyrantray sur Daredevil ou Cyborg ? Oui, et puis il y a aussi le professeur Xavier, il était très fort quand même. Ah ben vous avez l'œil, tel Odin tous les deux aujourd'hui. C'est vrai, il y en a quelques-uns, je l'admets. Mais souvent, je trouve que le handicap sert quelque part à justifier le développement de leurs capacités d'une manière un peu facile, entre guillemets. C'est le cas aussi pour Ivar et la force de ses bras et de sa volonté, ceci dit. Mais eux, ils sont super powerful, alors hop, on silencie un peu leur réalité. Comprends-moi bien, mon pompon, c'est très cool de montrer des personnages badass comme ça. Cependant, IRL, il y a quand même des trucs à prendre en compte, tu vois. Moi je dis ça, je suis valide, donc je suis sûrement pas la plus légitime, je te pose juste mon sentiment. Lorsqu'on nous présente la naissance d'Ivar, son handicap est annoncé, avant même sa conception. Il s'agit quasiment d'une malédiction prédite par sa propre mère et répondant à la violence de Ragnar, son père. Il naît, et la série montre bien la mise à l'écart sociale que son incapacité à marcher implique, surtout dans un monde où la puissance physique semble si importante. D'ailleurs, ce rejet est présent dans la scène où il tue l'enfant à coups de hachette. Personne ne passe la balle au petit loulou en chariot. C'est déchirant, mais moins qu'une hachette aiguisée, de toute évidence. Alors je reviendrai plus tard sur sa place au sein de sa famille et sur le soutien qui lui permettra de trouver sa place dans la société. Ce que la série montre surtout, c'est un enfant qui souffre, émotionnellement bien sûr, mais d'abord physiquement. Ivar est perclus de douleurs insoutenables. Il hurle jour et nuit. Il faudra l'intervention du dieu voyageur Harbard pour le soulager de ce supplice continu. Sa petite enfance n'est qu'un long tunnel obscur. La douleur mange tout le reste. Lorsqu'il devient jeune homme, il s'aperçoit que malgré son désir pour les femmes, sa paraplégie empêche toute érection. C'est important, et cela joue un grand rôle dans la profondeur de sa relation, sentimentale comme charnelle, avec son épouse, Freydis. Je veux dire, avant qu'il la tue, obviously. En somme, il était très bien comme ça, ce personnage, dans la réalité de sa condition physique. C'était d'autant plus intéressant que ça ne servait jamais à en faire un monstre physique, et cela n'excusait pas non plus sa monstruosité psychologique. On pouvait dans le même temps avoir de l'empathie et réprouver ses actes, comme tous les autres personnages finalement, sans misérabilisme ni vision romantisée de sa situation. Or, le gars arrive en Russie, de plus en plus debout, genre c'est devenu Dr House, et Katia, oui, non pas toi Kachi, le sosie de sa femme, Katia va le révéler sexuellement. Hop là, ça fonctionne. Il va même la coller enceinte, dis donc. Ce qui me dérange, c'est pas que son état de santé s'améliore, bien sûr, mais c'est que tu sens bien que si on veut garder la hype de sexitude du perso, eh ben il fallait donner ça au public. Bah je trouve ça bien naze. Allez, revenons sur la place d'Ivar au sein de la famille. Aslog, sa mère la reine, a prédit le handicap de son fils. Elle veut que Ragnar attende avant de partager sa couche à son retour de je sais plus quelle aventure. Il n'en a cure, et bim, hubris, faute d'orgueil, et pulsion destructrice. De quoi faire un beau rejeton Némésis, réponse vengeresse à l'hubris, à l'image des pulsions susnommées. Ragnar renonce à l'abandonner aux bêtes sauvages. C'est chaud de ne pas être à son max physiquement chez les Vikings, et c'est chaud pour son image de roi. Mais il décide de l'aimer, cet enfant, et en fait un fils de roi à part entière. Il lui prédit même qu'il sera un guerrier craint de par le monde entier. Dès lors,
Il faudra bien que le gosse se montre digne de cette promesse, n'est-ce pas? Il sera Ivar the Boneless, son of Ragnar, ou réduit à n'être rien, pas de juste milieu. Tonton Floki le pousse d'ailleurs dans cette voie. Il lui fabrique les structures qui vont l'aider à se mouvoir et à combattre. Il sera plus viking que le plus agrougrou des vikings. Et son arme sera la peur qu'il inspire. Quant à sa mère, elle le surprotège et l'empêche littéralement de grandir. Elle cède à tous ses caprices et en fait un gosse impatient et colérique. Ses frères l'incluent de plus en plus et dès qu'il peut les suivre, lui laisse sa place à part entière. Cependant, Ivar a développé une petite obsession, parmi d'autres, envers Sigurd, l'un de ses frères. Les deux jeunes hommes se confrontent souvent. Ivar se sent rabaissé par Sigurd et ne cherche qu'une occasion de le réduire au silence. Quant à Sigurd, il reproche à sa mère de s'être montrée trop froide avec lui et d'avoir accordé tout son amour à Ivar. Jalousie, quoi. Il y a un autre petit truc marrant aussi entre les deux frères. Ivar adoptera souvent des mouvements de reptation proches du serpent, à l'image de Jormungand, le serpent géant, nous y reviendrons. Dans le délire de Hvitserk, son autre frère dont il a brûlé vive la douce chérie, non mais le gars, je vous jure, un vrai schnappant. Donc Hvitserk, tout malade, voit ramper Lagertha blessée et a une hallucination. Il voit un immense serpent monstrueux qu'il identifie comme son frère et le tue. Trop de problèmes dans cette famille, franchement. Bon, et bien la particularité de Sigurd, le frère qu'Ivar déteste, tu suis mon pompon? Sa particularité, donc, c'est qu'il est né avec un œil de serpent. Son surnom, c'est Snake in the Eye. Ah bah ils sont très descriptifs chez les Vikings, ça se racle pas trop la soupière pour les surnoms. Il y a un roi, il s'appelle Finehair, parce qu'il a des veuches, mon frère, tu croirais une plus belle sève. Ouah, Catchy, là je crois que j'ai battu mon record de digression. Où c'est que j'en étais? Eh ben tu disais que le petit tout il se chicanait un peu avec son frère. Bah c'est comme ça un peu dans toutes les familles. Ah oui, ben un jour, pouf, sans crier gare, un mot de trop une fois, et bim, lancer de hachette, décès du frangin. Ah oui, ben non, pas comme dans toutes les familles alors. Comme si il ne pouvait rester qu'un seul serpent. Réaction des autres frangins? Oh non, pas cool, Ivar. Allez, disons que c'était un accident. Je rappelle que c'est le même Ivar qui ne digère pas que ses frères puissent pactiser avec Lagertha alors qu'elle a tué leur mère. Donc apparemment, la vie d'un membre de la famille, c'est censé avoir de la valeur. C'est pas genre ouais, mais non, à leurs yeux c'est pas si grave. Il y a eu des batailles pour ça. Mais là, non. Le gars bute son propre frère, pépouze devant les autres et rien ne se passe. Mais comment voulez-vous que le type ne reste pas un immense bébé cadom? Je t'ai dit que j'allais revenir sur cette histoire de gros serpent, mon pompon. Jormungandr, ou Midgardsom, c'est le serpent monde. Il est l'ennemi du dieu Thor, dont le meilleur représentant serait Björn, le fils de Lagertha, et finalement pas de Ragnar, mais ça c'est un autre sujet. Il y a rivalité entre ces deux-là, car chacun porte différemment l'héritage de Ragnar. Je laisse un peu Ubbe, le fils aîné d'Aslok, de côté, mais en gros il penche plutôt côté Björn, et a d'ailleurs épousé Torvi, l'ex-femme à Björn. Non mais je vous dis, cette famille, c'est pas possible. Du coup, bon, c'est pas le perso le plus intéressant, c'est une sorte de doublon avec Björn. Björn Ironside est, comme son nom l'indique, solide comme le roc et également ami-ennemi au fil de la mélodie avec Ivar the Boneless, physiquement à l'opposé en apparence, mais indestructible à sa manière, on va en reparler. Björn porte les valeurs, celles pour lesquelles Lagertha mènera son dernier combat. Il est le symbole de ce qui est juste, noble, inspirant. Il incarne le souffle de vie. Ivar représente l'esprit viking dans son rapport à la mort. Quand je te disais indestructible, c'est que je pensais à la scène incroyable qui amorce la légende du personnage. Ivar, assis, seul au milieu d'une cour, couvert de sang, une hachette à chaque main, face à une masse d'ennemis anglais, il hurle frénétiquement en boucle « Vous ne pouvez pas me tuer, je suis Ivar the Boneless !»
Bon, déjà, il n'y a pas à crier comme ça en permanence, jeune homme. On se calme, gros bébé. Mais faut avouer qu'il sait créer la terreur chez les autres. Björn fait de sa mort un symbole, et sa légende est vénérée. Ivar se proclame divinité vivante et impose à son peuple de lui vouer un culte lorsqu'il règne sur Kattegat. Alors qu'il tue de ses propres mains celle qu'il aime, il renaît dans les bras du sosie de celle-ci en Russie. Tout se répète, se mord la queue, comme Jormungandr, qui entoure le monde des hommes, Midgard. Né dans la souffrance, Ivar est sans doute le personnage qui a la plus grande conscience de l'absurdité de la vie en ce monde mortel. Et tout comme le serpent amènera Ragnarok, il traîne avec lui le chaos et la destruction. This will never end, 'cause I want more. More, give me more, give me more. Quand je te dis que c'est un cercle sans fin, comme le serpent qui se mord la queue, tout était dit depuis le générique. Et Ivar, celui qui s'est hissé au sommet du monde à la force de ses bras, n'est jamais rassasié. Jamais sa soif de sang et de pouvoir ne sera étanchée. Jamais ses blessures d'enfant ne seront réparées. Jamais sa frustration ne cessera. C'est impossible. C'est celui qui veut toujours et encore plus. Quel dommage d'avoir appris à quel point ses bras étaient puissants, d'avoir su gérer leur consistance, leur volume, leur pouvoir, sans jamais en acquérir la maîtrise véritable, sans jamais en sentir la réelle solidité, sans jamais finalement trouver ses appuis à travers ses membres supérieurs. Ah là là, si seulement notre Ivar avait pu faire un petit peu de sophro avec l'exercice numéro 3 des bras que je te propose de pratiquer maintenant si tu le veux bien mon pompon. C'est un exercice de relaxation dynamique, tout le monde peut donc participer, sauf bien sûr si tu ne peux pas bouger tes bras. Ça se pratique assis et comme d'habitude, je te conseille de te débarrasser de tout ce qui pourrait te gêner. C'est un exercice très doux qui consiste simplement à lever les bras à l'horizontale en face de soi. Donc si jamais tu as des bracelets ou bien évidemment que tu n'as pas la place en face de toi pour lever les bras, tourne légèrement ta chaise ou ton fauteuil de manière à te réserver assez d'espace pour ne pas te blesser. Je t'explique rapidement le principe. On va commencer avec les paumes de main sur les cuisses. On inspire par le nez, on bloque la respiration en levant le bras droit devant soi à l'horizontale et ensuite on souffle doucement par la bouche en ramenant gentiment le bras dans sa position initiale. On fait ça 3 fois du côté droit, 3 fois du côté gauche et 1 fois avec les 2 bras. Si tu es prêt, mon pompon, on va pouvoir commencer. Je t'invite d'abord à prendre une position confortable sur ton fauteuil ou ta chaise, les pieds légèrement à la largeur du bassin, bien posés à plat sur le sol. Prends le temps d'assurer ton assise dans le fauteuil ou la chaise. Pose bien ton dos contre le dossier. Baisse tes épaules. Laisse tes bras gentiment le long du corps. Pose tes avant-bras et tes mains sur les cuisses. Garde ta tête droite dans l'alignement de la colonne. Et si tu es prêt, tu peux fermer les yeux. Inspire profondément par le nez. Lève ton bras droit à l'horizontale en bloquant ta respiration quelques instants. Laisse redescendre doucement ton bras droit en soufflant par la bouche. Reprends une respiration naturelle. Accueille les sensations du mouvement lent de ton bras. Prends conscience du volume de ton bras droit. Recommence une 2e fois, inspire profondément par le nez. Lève le bras droit à l'horizontale en bloquant ta respiration.
Redescends doucement ton bras en soufflant par la bouche. Reprends ta respiration normale. Perçois la pesanteur de ton bras. Prends conscience de la densité de ton bras droit. Je te laisse recommencer une dernière fois pour le bras droit à ton rythme. Reprends ta respiration normale. Observe les différences de sensations entre le bras droit et le bras gauche. Prends conscience de ta maîtrise de ton bras droit. On va poursuivre avec la même chose du côté gauche. Inspire profondément par le nez. Lève ton bras gauche à l'horizontale en bloquant ta respiration quelques instants. Laisse redescendre doucement ton bras gauche en soufflant par la bouche. Retrouve ta respiration normale. Accueille les sensations du mouvement doux de ton bras. Prends conscience de la forme de ton bras gauche. Recommence une deuxième fois, inspire profondément par le nez. Lève le bras gauche à l'horizontale en bloquant ta respiration. Laisse redescendre doucement ton bras gauche en soufflant par la bouche. Reprends ta respiration naturelle. Perçois le poids de ton bras. Prends conscience du volume de ton bras gauche. Je te laisse faire une dernière fois, toujours du côté gauche, à ton rythme. Reprends ta respiration normale. Observe la différence de sensation avec le bras droit. Prends conscience de ta maîtrise de ton bras gauche. On va faire la même chose avec les deux bras en même temps. Inspire profondément par le nez. Lève tes deux bras à l'horizontale en bloquant ta respiration quelques instants. Fais redescendre doucement tes bras en soufflant par la bouche. Reprends une respiration normale. Accueille l'ensemble de tes ressentis dans les deux bras. Prends conscience de ta capacité de maîtrise. L'exercice est terminé. Tu peux ouvrir les yeux. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis comme d'habitude à lundi prochain pour l'exercice numéro 4 des jambes. Et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.